Bonsoir Régis Le Sommier, merci beaucoup de prendre le temps, malgré une connexion compliquée, de nous expliquer un petit peu ce qui se passe sur le front. Vous êtes donc à Kourtchatov. Je voudrais qu'on voit cette carte pour bien situer où vous êtes sur le front russo-ukrainien. Côté russe, c'est en haut de l'écran, on le voit, vous êtes côté russe, dans une zone qui est, j'allais dire, attaquée et prise pour cible par les Ukrainiens ces derniers temps. A priori, pas de missiles américains encore de ce côté-là, mais il y a une centrale nucléaire et c'est un lieu très stratégique. Vous nous direz un petit peu ce que vous avez pu observer ces dernières heures très concrètement, mais je voudrais qu'on ait un regard un petit peu plus global sur la situation avant cela, si vous le voulez Régis. C'est pas la première fois que Vladimir Poutine évoque cette menace, mais il y a cette signature de décret aujourd'hui qui donne l'impression qu'un pas de plus a été franchi. Est-ce que sur le terrain, justement, de votre point de vue, on sait, vous connaissez très bien la situation sur place, qu'est-ce qu'il faut s'inquiéter d'entrer de façon durable, définitive, dans une mondialisation du conflit après ces derniers développements? Écoutez, pour moi personnellement, d'être ce soir à côté d'une centrale nucléaire de type Tchernobyl, dans une zone dans laquelle les derniers jours j'ai vécu au milieu des combats avec une équipe de dronistes russes, pour que j'ai compris vraiment, je pourrais développer comment l'importance du drone qui est aujourd'hui centrale dans la bataille. Et vous avez des échanges de feu à moins de 50 km de cette centrale. S'il y a en plus des missiles à longue portée qui sont utilisés, il y a une possibilité de catastrophe nucléaire. C'était déjà le cas à Energodar, puisque les Russes, dans ce cas-là, avaient pris cette centrale qui donne sur un territoire ukrainien. Là, l'objectif d'ailleurs de l'incursion du 6 août dernier des Ukrainiens en territoire russe, c'était de prendre cette centrale pour faire une sorte de jeu d'échange avec celle d'Energodar. Donc on joue avec les centrales. On joue également avec la doctrine nucléaire. On joue avec un palier franchi encore supplémentaire à nouveau avec cette possibilité pour les Ukrainiens de frapper dans la profondeur avec, on l'a dit, des missiles attaques-MS américains. Donc on est dans une situation où à chaque fois il y a un petit... vous savez, au début de cette guerre, Henri Guénaud avait signé une tribune dans le Figaro en avril 2022, il avait repris un historien australien de la Première Guerre mondiale, il avait dit « Nous allons vers la guerre comme des somnambule ». Bien là, j'ai vraiment l'impression qu'on en est pas très loin. C'est très inquiétant. Alors, pour vous dire la situation autour de moi, je suis avec des militaires, des dronistes, donc c'est une race particulière de militaires beaucoup plus jeunes, qui ont un esprit d'ailleurs très intéressant. Il y a les mêmes côté ukrainien. Hein. Cette guerre a véritablement fait exploser la guerre des drones. C'est devenu quelque chose d'incroyable. Mais les gens sont plus attachés à continuer cette guerre. La menace nucléaire, bon, on en parle. Le côté, mais c'est pas, vous savez, la population russe est traditionnellement assez résignée. Elle est pas très susceptible aux sortes de poussées de fièvre comme on peut en avoir nous en Occident. Mais là, c'est une zone de Russie dans laquelle les Ukrainiens ont engagé leurs troupes. Ils sont très présents. D'ailleurs, c'est l'un des seuls fronts où l'Ukraine résiste vraiment, parce que on sent bien que c'est la dernière carte de Volodymyr Zelensky. Parce que tant que les Ukrainiens seront présents sur le sol russe, Poutine a dit qu'il ne négocierait pas. Or, sur tous les autres fronts, les nouvelles sont extrêmement mauvaises. La banlieue de Kupiansk est l'objet de combat, donc les Russes vont probablement reprendre Kupiansk. Pokrovsk, il se rapproche de la ville, c'est une des dernières forteresses du Donbass. Il y a aussi la ville de Toretsk au milieu. La plupart, le front vraiment donne des signes de faiblesse côté ukrainien, sauf évidemment à Koursk, où là, les Ukrainiens qui ont redéployé à nouveau des brigades extrêmement performantes, alors qu'ils avaient à un moment mis des unités de moindre valeur militaire. Là, les Ukrainiens s'accrochent au sol de Russie et les Russes sont évidemment très très motivés pour les enchasser, donc ça donne une situation encore très très compliquée et une position de front avec dans l'entourage
et ça, faut le regretter, d'une centrale nucléaire. Le président ukrainien qui s'exprimait d'ailleurs aujourd'hui en cette occasion devant le Parlement européen. Selon lui, Vladimir Poutine, on l'a entendu dans le sujet, ne s'arrêtera pas de lui-même. Il faudrait attendre l'après-Poutine pour rétablir son intégrité territoriale. Ça veut dire quoi, clairement? C'est pas un peu une forme de capitulation aujourd'hui de la part de Volodymyr Zelensky? Écoutez, c'est très étrange, c'est que le président ukrainien a parlé il y a quelques jours d'entamer des négociations et d'envisager une paix ou une fin de la guerre en 2025. Et là, on est repassé avec l'approbation des Américains à des frappes de missiles, et donc on a à nouveau un langage guerrier. Je crois que le problème du président Zelensky, c'est que, indépendamment de toutes les aides dont l'Occident lui a fait bénéficier, le vrai problème, j'entendais Emmanuel Macron expliquer que on continuerait à aider la résistance de l'Ukraine, mais l'Ukraine n'a pas besoin d'armes, l'Ukraine a besoin d'hommes, elle n'a plus d'hommes. On voit ces images, on les voit depuis très longtemps d'ailleurs, elles sont souvent ignorés par la plupart des médias, de sergents recruteurs qui raflent des hommes en âge de combattre dans la rue, ou qui vont jusqu'à la sortie des concerts pour enrôler des jeunes, les forcer à aller au front. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de réserve. Et là, l'équation, elle est de toute façon outrageusement à l'avantage de la Russie. La Russie a 141 millions d'habitants. L'Ukraine, au départ, on en avait 35. Aujourd'hui, il y en a peut-être moins de 30 présents sur le sol ukrainien. Et donc, c'était humainement, et le facteur humain dans une guerre de ce type est fondamental. Il faut de la masse humaine, il faut des gens pour aller dans les tranchées. Ce n'est pas une guerre de force spéciale, ce n'est pas une guerre. Et le problème de gens comme Emmanuel Macron, c'est qu'ils ont été trop habitués depuis des années à mener des guerres asymétriques. En Afrique, contre les djihadistes, au Moyen-Orient, on n'était pas du tout dans la même configuration. Si on veut aider l'Ukraine aujourd'hui, il faudrait envoyer nos troupes. Or, ce n'est pas possible. Donc, on peut leur envoyer autant de missiles qu'on veut. In fine, ce sera la Russie qui gagnera. Et c'est une réalité à laquelle, effectivement, on voit l'intention d'Emmanuel Macron dans son tweet, enfin dans cette déclaration, mais la réalité n'est pas celle-là. Voilà. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un Volodymyr Zelensky un peu entre deux eaux, avec ce discours qui est un peu défaitiste aujourd'hui, forcé de le constater, et en même temps, un budget qui a été voté là, pour l'année à venir, 2025, où encore une fois, 60% des dépenses publiques ukrainiennes vont être consacrées en 2025 à la défense. On sent encore un peu de détermination malgré cette forme de résignation, et c'est assez paradoxal, je le disais. Écoutez cet autre extrait de Volodymyr Zelensky tout à l'heure au Parlement européen. L'année 2025 décidera si la guerre déclenchée par le Kremlin sera remportée par la Russie ou par l'Ukraine. Dans les moments décisifs qui arriveront l'année prochaine, nous ne devons permettre à personne dans le monde de douter de la résilience de notre État tout entier. Et cette étape déterminera qui l'emportera, soit nous sur l'ennemi, soit l'ennemi sur nous, Ukrainiens et Européens, et sur tous ceux qui dans le monde veulent vivre librement et ne pas être soumis à un dictateur. Régis, encore un mot avec vous avant de vous libérer. Je voudrais qu'on voit ces deux cartes parce que c'est assez parlant de voir l'évolution du territoire ukrainien sur ces 1000 jours. Avant la guerre, février 2022, on voit évidemment que la Crimée est annexée depuis un moment déjà, mais la Russie a annexé à cette date-là seulement 7% du territoire ukrainien. Aujourd'hui, on va passer à cette deuxième carte et on va voir avec cette partie rosée à l'est, violette à l'est du territoire, c'est près de 20% aujourd'hui. 20% du pays, de l'Ukraine, qui est sous la coupe de la Russie. L'Ukraine n'a pas d'autre choix désormais que de renoncer à ces territoires. Qui peut penser une seconde, et en l'état de ce que vous nous avez déjà raconté il y a un instant, que l'Ukraine est capable de récupérer ces fameux territoires qu'on voit en violet à l'est de la carte? Non, je crois qu'il faut mettre les souhaits, les vœux, les déclarations solennelles, etc., de côté et se confronter par rapport à cette réalité. Cette carte que vous nous montrez, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle pourrait évoluer encore plus
dans les semaines et dans les mois qui viennent du côté des Russes. Et je vous explique pourquoi. Depuis 2014, parce que cette guerre, notamment dans le Donbass, elle n'a pas commencé en 2022, elle a commencé en 2014 avec la sécession des deux oblasts de Lugansk et de Donetsk à l'est et l'installation, une guerre entre l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes de l'Est. Cette guerre, elle a conduit à quoi? Elle a conduit à un front qui a été figé depuis 2014 jusqu'en 2022, dans lesquels les Ukrainiens ont fortifié un certain nombre de villes, en ont fait des véritables bastions, des véritables forteresses. Et aujourd'hui, ce à quoi s'attaque la Russie, ce sont ces mêmes forteresses. On a parlé de Bakhmout, qui était un tournant de la guerre, d'Avdivka, juste à l'ouest de Donetsk, et qui permettait à l'Ukraine de pouvoir bombarder le centre-ville de Donetsk. Donc la reprise d'Avdivka a repoussé les Ukrainiens plus loin. Il y a d'autres rideaux défensifs, mais aujourd'hui, au moment où on parle, l'Ukraine est en train de perdre sur ces derniers bastions du Donbass. Encore on va dire peut-être 20 ou 30% de l'oblast de Donetsk est sous contrôle ukrainien, mais à partir du moment où des villes comme Sloviansk, Kramatorsk, Pokrovsk seront tombées, si elles tombent aux mains des Russes, après ça, vous n'avez plus que de la plaine jusqu'au Dniepr. Vous voyez bien la carte qui va jusqu'au Dniepr. Donc la Russie pourrait potentiellement aller jusqu'à Dniepro, prendre Zaporijjia et donc conquérir encore plus de territoire ukrainien si le front s'effondre. Et on s'attend, je vous le dis, à ce qu'il s'effondre. Aujourd'hui, la ville de Kupiansk est pratiquement atteinte. Les Russes sont en train de combattre dans sa zone industrielle. À Pokrovsk, c'est en train de craquer également. Vous avez d'autres, Kurakovo également, ou des unités ukrainiennes pour Kupiansk. Vous avez 15 000 hommes, 15 000 Ukrainiens qui risquent d'être encerclés dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Donc, si vous voulez, la situation est absolument catastrophique. Et ça, on ne semble pas vraiment le réaliser. Et la géographie va aller à l'avantage des Russes, dans le sens qu'il n'y aura plus pour l'Ukraine de possibilité de dresser des positions de défense. Et la position de défense, ça sera la position naturelle, c'est-à-dire le fleuve, le Dniepr, et donc encore une partie du territoire qui risque de tomber aux mains des Russes. Merci beaucoup Régis pour toutes ces précisions depuis la Russie et l'un des fronts de cette guerre qui dure depuis désormais 1000 jours.